Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans la nouvelle émission de l'année 2025-2026, la saison 2025-2026. Cet épisode est consacré bien sûr à l'écologie positive et raisonnée et nous donnons la parole aux acteurs du changement. Et dans la seconde partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir Axel Girard, animateur et technicien de l'association Dunkerque Clean-up qui s'engage à nettoyer les plages et les milieux naturels en luttant contre la pollution plastique. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos studios Yanis Bahala, CIO et directeur financier de We Do Good, la société qui met la finance au service des entrepreneurs qui changent le monde. Bonjour Yanis. Bonjour Christophe, merci de me recevoir. Avec plaisir. Depuis une dizaine d'années déjà, vous travaillez chaque jour pour activer une finance à impact positif, c'est-à-dire plus équitable, accessible et humaine. Mais quel rôle joue We Do Good dans l'accélération de la transition énergétique et écologique en France ? Alors, We Do Good, nous, on est une plateforme de financement à destination des particuliers essentiellement. Donc, on permet à des particuliers de venir investir dans des sociétés à impact, essentiellement des sociétés non cotées. Et donc, on va avoir un double rôle parce qu'à la fois, on va permettre à ces particuliers de pouvoir investir dans des entreprises à impact environnemental ou social. Et on va permettre à des entreprises de venir se financer avec un modèle innovant, je pense qu'on pourra en reparler, qui est le partage de revenus. Et donc, de se financer sans céder de capital ni s'endetter. Alors, c'est quoi précisément le rôle de We Do Good dans l'accélération de la transition écologique ? Alors nous, on va avoir un rôle indirect au service des entreprises qui œuvrent pour l'impact environnemental et social, car on va leur permettre en fait d'avoir accès à du financement. Et on va aussi avoir un rôle auprès des citoyens qui souhaitent investir. On est un modèle d'investissement, pas de don, dans des entreprises à impact, en leur donnant une accessibilité dès 100 € pour venir soutenir les projets de leur choix. Alors justement, quel type de projet vert avez-vous déjà accompagné via votre plateforme ? Alors, on va avoir des projets qui vont être plutôt dans ce qu'on appelle l'impact environnemental. On a accompagné par exemple Wise, qui est une entreprise qui dispose des kits solaires sur les toits de PME ou de TI. On va avoir Axol qui propose des rampes, de la fabrication de rampes pour personnes à mobilité réduite avec une fabrication française. Et donc finalement, on est assez multisectoriel. On touche beaucoup à ce qu'on va appeler l'économie réelle, c'est-à-dire des boîtes du quotidien qu'on peut rencontrer sur le terrain. On va être moins présent dans des sujets très, très tech. Et on permet du coup à ces entreprises-là de venir lever à partir d'une cinquantaine jusqu'à 500 000 € auprès de citoyens avec un modèle où elles les remboursent en pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et comment est-ce que vous garantissez que les entreprises financées aient un véritable impact environnemental ? Alors, nous, on va le suivre à 3 endroits. Tout d'abord, au niveau de la sélection. Donc l'impact va être un des critères qui va nous permettre de sélectionner un dossier. On en reçoit une 30aine par semaine à peu près. On va ensuite le faire au niveau de la transparence vis-à-vis des investisseurs, c'est-à-dire que chaque projet sur la plateforme va être tagué par rapport à l'impact qu'il a, s'il est environnemental, économique, social. Et ensuite, on va demander aussi aux porteurs de projets, tout au long de la durée de vie du contrat, on est souvent sur 5 ans, de faire un reporting trimestriel aux investisseurs, à la fois sur leurs données financières, mais aussi sur leurs données d'impact. Alors, pourquoi le financement en partage de revenus est-il beaucoup plus adapté à une économie régénérative, finalement ? Alors, en fait, peut-être pour reprendre, il y a différentes typologies de financement qui existent quand on est une société non cotée, c'est-à-dire qu'on n'est pas coté en bourse. Mmh. On peut faire appel soit à de la dette, donc souvent ça va être auprès d'établissements bancaires, ou on peut se diluer, c'est-à-dire céder des parts de son capital et du coup faire rentrer de nouveaux actionnaires en échange d'un investissement. La difficulté que certains projets impact vont avoir sur ce mode de financement, c'est que se faire financer en capital, ça présuppose d'avoir des valorisations importantes, comme par exemple dans l'IA, on va avoir des sociétés qui en quelques mois, quelques années vont passer d'une valorisation X à une valorisation 100 fois X, quand ça marche bien. On va avoir un mécanisme où parfois les sociétés jeunes, le niveau d'endettement va être hyper surveillé, donc c'est difficile de beaucoup s'endetter. Et donc, face à ces deux modèles-là, nous, l'alternative qu'on propose, c'est de dire, vous êtes des sociétés qui ont une capacité à faire du chiffre d'affaires. Vous allez rembourser les investisseurs tous les trimestres en fonction de votre activité réelle, en fonction de votre chiffre d'affaires réel, en remboursant un pourcentage de ce chiffre d'affaires qui aura été préétabli au moment de la levée de fonds.
Et donc ça leur permet finalement de se financer, d'acquérir des fonds propres sans s'endetter massivement et sans non plus toucher à leur gouvernance et faire rentrer de nouveaux actionnaires. Et votre plateforme, comment favorise-t-elle des investissements ancrés localement et porteurs de solutions durables ? Alors nous, on a accompagné un peu plus de 270 entreprises depuis le début, donc avec une communauté de 15 000 personnes qui est déjà venue investir sur la plateforme. L'objectif pour nous, c'est de mettre en avant ces projets auprès de la communauté, de les accompagner aussi dans leur communication lors de leur levée de fonds. Et ensuite, c'est aussi l'objectif, on a relancé notre plateforme récemment, une nouvelle version, avec l'objectif en fait de mieux les accompagner aussi sur le temps long, et c'est-à-dire que durant la durée de financement, où ils remboursent les investisseurs, leur proposer aussi d'autres services qui puissent les aider à mieux se structurer et à mieux gérer leur impact. Alors du coup, on peut considérer que vous conciliez performance économique et impact environnemental, j'imagine. Oui, en tout cas, c'est l'objectif, parce que la vision qu'on porte, c'est on sait que les besoins tous les ans pour financer la transition écologique sont importants. De l'autre côté, on a une épargne en France qui est considérable. On est à plus de 6 000 milliards d'épargne dans notre pays, essentiellement sur des dépôts bancaires, sur des livrets A. Et nous, la logique qu'on veut poursuivre, c'est de dire oui, on peut investir dans des projets à impact, et oui, cet investissement peut être rentable. En tout cas, il n'y a pas de chiffres qui prouvent le contraire sur le long terme. Et du coup, de permettre à tout un chacun de pouvoir mettre une partie de son épargne, une partie de ses liquidités sur cette typologie de projet, afin de les soutenir, mais aussi afin potentiellement de faire un bénéfice si le projet fonctionne. Et quels sont les profils de vos investisseurs qui rejoignent aujourd'hui We Do Good ? Particuliers engagés, entreprises, collectivités, c'est quoi ? Oui, alors on va avoir plusieurs typologies. On reste une plateforme qui est très centrée sur les particuliers. Un peu plus de 80% de nos investisseurs sont des particuliers. Il y a forcément une forme d'engagement pour beaucoup d'entre eux, et on voit d'ailleurs qu'il y a des sensibilités. Certains vont être beaucoup plus, je parlais d'Axol avant, dans des sujets d'impact social, d'autres dans des sujets d'impact environnemental. On a aussi de plus en plus, et c'était aussi l'objectif de la nouvelle plateforme qu'on a lancée, l'idée d'aller chercher d'autres typologies d'investisseurs, ce qu'on appelle des business angels, des family office, qui vont mettre des tickets plus importants en dizaines de milliers d'euros, et qui, eux, aux côtés des particuliers, vont avoir une optique assez financière finalement aussi dans leur placement. Et c'était tout l'idée d'avoir de concilier la capacité à faire à la fois du rendement et à avoir un impact pour permettre à des acteurs plus financiers de rentrer sur ce type de projet. Alors, je vais vous laisser la parole encore une fois. Vous allez vous adresser à nos auditeurs et nos auditrices, puisque vous vous adressez aux particuliers. Quels sont, selon vous, quel serait le message à adresser à celles et ceux qui hésitent encore à investir dans des projets à impact ? Alors, pour moi, il y en a deux. Le premier message, c'est l'accessibilité. Nous, on propose de venir sur la plateforme à partir de 100 €. Donc, on n'est pas sur un engagement financier qui est démesuré, et je pense qu'il s'adresse aussi à tous les portefeuilles. Et l'idée, évidemment, c'est, tout en gérant les risques qu'il peut y avoir sur le fait d'investir dans des sociétés non cotées, leur permettre de financer des projets qui leur parlent. Et en fait, c'est un financement qui est direct, contrairement à mettre de l'argent dans une assurance vie où, in fine, on ne sait pas tellement où ça atterrit. Là, on a les porteurs de projets en face. On a, un récit, un storytelling sur le projet qu'on finance. C'est aussi des histoires humaines au-delà de l'aspect financier. Et le deuxième sujet, c'est sur la notion de rendement. On est une plateforme d'investissement. La logique, c'est aussi que quand les projets performent, ça performe aussi pour les investisseurs. Et donc de ne pas avoir, cette fausse idée que investissement impact égale forcément don ou quasi-don. Et ça, je pense que c'est un des grands objectifs de la finance à impact pour permettre d'avoir des volumes de collecte beaucoup plus importants. Et est-ce que vous avez de nouvelles ambitions pour We Do Good, des nouveaux projets, nouvelles fonctionnalités, internationalisation c'est selon vous, il y a des possibilités d'aller plus loin encore ? Oui, le monde du financement, ce qu'on appelle le financement participatif, donc qui s'adresse directement aux particuliers, a beaucoup évolué ces dernières années, est un peu en reconstruction, et les projets impact sont parmi ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Nous, notre objectif dans les mois et années à venir, c'est d'aller vers des entreprises de plus en plus matures, notamment quand on parlait des risques pour les particuliers avant, c'est leur permettre aussi d'investir dans des boîtes qui font déjà 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est de proposer ce mode de financement à des entreprises de plus en plus matures.
avoir aussi des espaces pour les investisseurs, pour les porteurs de projets, où ils puissent avoir un suivi en temps réel. On l'a déjà et on l'améliore à chaque fois, des différentes participations qu'ils peuvent avoir, et avoir aussi un état des lieux de comment vont les projets, quelles sont leurs ambitions. Et enfin, sur l'internationalisation, la logique, c'est aujourd'hui, on a déjà soutenu des projets en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, et c'est de pouvoir continuer à s'implémenter plus durablement en Europe de l'Ouest, au-delà de la France. Merci, cher Yanis Bala, CEO et directeur financier de We Do Good, la société qui met la finance au service des entrepreneurs, qui change le monde. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec Thibaut, le French Trotter, pour un nouveau reportage en immersion. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici de retour dans l'émission La Planète Demain en compagnie de notre Thibaut national, le French Trotter, avec qui aujourd'hui nous retournons une dernière fois à Fleurance dans le Gers pour son célèbre festival d'astronomie. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe. Et oui Christophe, pour cette dernière partie de notre feuilleton consacré au festival, je vous propose une fois de plus de prendre de la hauteur, cette fois avec deux scientifiques de renom, Pierre Léna et Christian Grattalou, invités à l'occasion de la publication d'un atlas historique du ciel qu'ils viennent de co-signer. On commence avec Christian Grattalou, géohistorien, qui a retracé la manière dont les sociétés ont cartographié l'univers. Je lui ai posé cette question: à quel moment dans l'histoire de l'observation du ciel a-t-on pris conscience de la fragilité de notre planète ? On a commencé à avoir une petite idée de l'immensité de l'univers à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Donc progressivement, on s'est construit cette image de l'infinité des sphères, comme on aurait dit au XVIIe siècle, dans lesquelles on était. Ce qui a contribué effectivement à se rendre compte de la fragilité progressive du milieu dans lequel on est, de cette toute petite planète qui dépend de cette petite étoile. Donc là, c'est quelque chose qui date du XXe siècle. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre ? On souhaite s'adresser à un public le plus large possible, et on le fait en racontant des histoires, car le ciel lui-même a une histoire, le regard sur le ciel a une histoire, les sociétés qui s'intéressent au ciel ont une histoire qu'ils construisent en regardant le ciel, puisque les calendriers, les datations, tout ce processus historique s'est fait avec l'observation du ciel. Toutes les sociétés regardent le même ciel. Toutes les sociétés essayent de se construire des calendriers à partir des mêmes régularités. Donc il faut gérer cette pensée commune pour penser que nous sommes tous solidaires. J'ai la chance de rejoindre maintenant Pierre Léna, astrophysicien, qui est également un grand passeur de savoir. Alors j'ai une première question. Est-ce que vous ressentez toujours une forme d'émerveillement quand vous levez les yeux vers le ciel ? Toujours, parce que c'est comme vous contemplez un tableau de Rembrandt ou de Van Gogh et vous éprouvez toujours le choc de la beauté et l'interrogation de ce qui a mû le peintre pour décrire ainsi le monde. Eh bien, c'est la même chose avec les phénomènes de la nature, et les phénomènes astronomiques sont évidemment parmi les plus beaux parce que ce sont les plus vastes, les plus amples, les plus interrogatifs sur notre place dans l'univers. J'aimerais maintenant qu'on parle de notre planète. Est-ce qu'en étudiant les phénomènes astronomiques, on apprend à mieux comprendre la Terre? Notre problème, c'est de comprendre cette petite planète qui a une atmosphère et qui est, pour l'instant, un exemple unique d'objet qui a quand même 4,5 milliards d'années, qui a une longue évolution historique. Notre atmosphère n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une époque où elle ne contenait pas d'oxygène parce qu'il n'y avait pas de structure vivante sur Terre, ou trop peu. Et nous aimerions bien, nous autres astrophysiciens, trouver d'autres exoplanètes. Nous avons aujourd'hui quelques milliers, bientôt quelques dizaines, ou centaines de milliers d'exoplanètes qui nous diront en quoi la Terre est singulière, en quoi elle est exposée, et qui compléteront notre vision de ce que nous pouvons comprendre ou acquérir par nos mesures sur Terre. Donc notre immersion dans l'univers, dont nous sommes un élément parmi beaucoup d'autres, est quelque chose que ce cheminement de la science du ciel nous permet d'appréhender mieux. Lever les yeux vers le ciel, c'est peut-être le plus beau moyen de mieux voir notre Terre. Et le Festival de Fleurance nous rappelle chaque année que protéger notre planète commence aussi par s'en émerveiller. Merci Thibaut, on vous retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures écologiques et positives. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Axel Girard. Alors, j'espère que je prononce bien, animateur et technicien de l'association Dunkerque Clean-up, qui s'engage à nettoyer les plages et les milieux naturels en luttant contre la pollution plastique. Bonjour Axel.
Bonjour Christophe, oui, c'était très bien prononcé, merci de l'invitation. Alors, avec grand plaisir. On sait que le plastique nuit gravement à nos écosystèmes marins, bien sûr, provoquant la mort de milliers d'animaux marins chaque année. De plus, elle entraîne d'importantes pertes économiques dans des secteurs tels que la pêche, le tourisme et l'agriculture. Et comme vous êtes attaché à votre territoire et à votre littoral, vous avez décidé d'agir en créant en 2019 l'association Dunkerque Clean-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément qui vous êtes et quelles sont les missions que vous vous êtes données ? Alors en effet, c'est même plus d'1,5 million d'espèces marines qui meurent chaque année à cause de la pollution plastique. Pour en revenir à Dunkerque Clean-up, c'est une association qui a été créée en 2019 par 5 amis étudiants qui sont allés spontanément ramasser des déchets sur la plage du Dunkerquois. Et ils se sont montés tout doucement en fait en association pour avoir plus de moyens lors de leur ramassage et sensibiliser la population à ces pollutions plastiques. Alors, j'ai lu que votre association avait été récompensée en économie sociale et solidaire par la Fondation Crédit Coopératif. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions à ce sujet ? Oui, c'est ça. En fait, on a été lauréat régionalement sur la communauté urbaine de Dunkerque. On a passé un premier cap. On a passé un deuxième cap à l'échelle départementale et là, on est en train de concourir pour l'échelle nationale, en fait. Et est-ce qu'il existe une dynamique citoyenne dans le cadre de vos missions d'une manière générale ? Oui, en fait, nous, on intervient dans les écoles, les associations, dans les entreprises pour y faire de la sensibilisation. Lorsque vous nettoyez le littoral, par exemple, est-ce que vous constatez que la pollution plastique est absolument partout ou alors c'est vraiment de façon parsemée ? Oui, en effet, la pollution plastique, elle est vraiment absolument partout. Nous, on s'est rendu compte lors de nos ramassages qu'en termes de volume, le plastique se représentait en fait 70% de ce qu'on pouvait ramasser. Et en fait, il est présent vraiment partout, que ce soit sur les descentes à bateau, sur la plage et plus particulièrement sur les laisses de mer. Et vous trouvez toujours les mêmes déchets ou il y a vraiment des variations ? Oui, c'est toujours les mêmes déchets en fait. C'est beaucoup d'emballages plastiques et beaucoup de plastique à usage unique. Alors, qu'est-ce qui distingue Dunkerque Clean-up pour donner l'exemple et construire un avenir meilleur pour votre communauté ? Alors nous, on mise beaucoup sur la sensibilisation. Comme je disais, en fait, on intervient dans des écoles. J'essaie de construire, moi, en tant qu'animateur, différents supports pédagogiques pour différentes classes, pour différents âges. Et nous, on pense vraiment que c'est en sensibilisant les plus jeunes qui seront eux-mêmes vecteurs du message, en fait, sur toutes ces pollutions, puisqu'ils auront une influence sur leurs parents, sur leurs proches, etc. Alors, en plus de vos actions de sensibilisation dont vous parliez, et de ramassage notamment, vous êtes engagé dans un projet de recyclage visant à donner une nouvelle vie aux plastiques, qui sont des plastiques collectés donc par vous, lors de vos diverses interventions. Mais quel est votre objectif à ce sujet ? Alors là, l'objectif à ce sujet, en fait, c'était, comme je disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que 70% des déchets qu'on pouvait collecter étaient d'origine plastique, et nous, en les collectant, on se contentait de bien les trier, de les mettre dans le bon bac de tri, mais derrière, on ne savait pas où ça allait. Donc on a commencé à s'intéresser un petit peu au recyclage. On s'est rendu compte que moins de 10% des plastiques étaient recyclés dans le monde, une vingtaine de pourcents en France. Donc on s'est dit qu'on allait essayer d'agir à notre échelle. Donc là, pour le moment, on se contente de faire des petits objets du quotidien, un peu de goodies pour dire de remplacer en fait ceux qui viennent de Chine ou autres. Et l'objectif à terme, c'est de faire un peu de mobilier, alors du mobilier d'intérieur, et puis des objets design comme des trophées pour des compétitions sportives, etc. Alors ça veut dire qu'en intégrant le recyclage dans vos initiatives, vous voulez évidemment apporter une solution allant au-delà du simple ramassage finalement. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que le ramassage, c'est pas forcément très marrant de ramasser les déchets en fait, donc on s'est dit qu'il fallait apporter un côté positif et le fait de valoriser les déchets qu'on peut ramasser ça permet vraiment d'intéresser le public plus profondément, on va dire. Et le recyclage des plastiques a-t-il selon vous une valeur pédagogique et ses propres limites ? Je pense que le recyclage du plastique a une valeur pédagogique, mais là j'ai fait différentes recherches récemment et je me suis rendu compte qu'en lisant des rapports scientifiques de scientifiques comme Nathalie Gontard, notamment, qui travaille au CNRS et à l'INRAE, que le recyclage du plastique a de nombreuses limites.
Donc là, je suis en train de creuser ces sujets pour peut-être essayer de créer un nouveau pan de l'association, au-delà du recyclage et du ramassage, qui seraient les solutions zéro déchet. J'ai vu que vous aviez lancé Studio Paillettes, qui se positionne comme une solution finalement dans le cadre de vos activités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, le Studio Paillettes, c'est une entité du coup de l'association Dunkerque Cleanup. On fait partie de la communauté Précieuse Plastique France. Le Studio Paillettes en fait regroupe différentes machines qui sont capables de traiter les plastiques, plus particulièrement 2 matières plastiques qui sont le polypropylène et le polyéthylène haute densité. Et donc dans ces machines, on va avoir le spectrophotomètre pour trier les différents types de plastique, le broyeur pour obtenir nos paillettes de plastique, d'où le Studio Paillettes. En fait, les paillettes sont notre matière première. Et on va avoir des injecteuses qui nous permettent de thermoformer les plastiques et d'obtenir l'objet souhaité. Alors sur le littoral dunkerquois, votre objectif est donc de contribuer à une plage sans plastique, si j'ai bien compris. Est-ce que vous travaillez dans cet objectif main dans la main avec la ville de Dunkerque ? Oui, on travaille main dans la main avec la ville de Dunkerque. Forcément, on est une association, donc on est subventionné. Elle nous aide également pour partager nos événements, donc dans la communication. Et en fait, on est souvent auditionné sur les chiffres, combien de kilos est-ce qu'on peut ramasser, combien de personnes est-ce qu'on a pu toucher dans l'année, etc. Et vous intéressez des entreprises locales ou régionales ? Oui, on intéresse des entreprises locales ou régionales. On ne fait pas vraiment de différence entre les entreprises. Là, typiquement, la semaine prochaine, je vais faire un ramassage avec des salariés de Total pour les sensibiliser. On collabore également avec AstraZeneca ou avec d'autres plus petites entreprises. Et si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs, quel serait-il ? Si j'ai un message à faire passer à vos auditeurs, ça serait intéressez-vous au sujet du plastique parce que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Vous pouvez vous rapprocher d'associations comme la nôtre ou vous renseigner s'il y a des associations similaires autour de chez vous. Merci beaucoup, cher Axel Girard, animateur et technicien de l'association Dunkerque Cleanup, qui s'engage à nettoyer les plages et les milieux naturels en luttant contre la pollution plastique. On se retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 pour un nouvel épisode de La Planète Demain. En attendant, retrouvez tous mes podcasts sur la chaîne YouTube de Sud Radio et découvrez ma nouvelle plateforme digitale de télévision www.laplanetedemain.plus. À dimanche prochain. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.